Alerte de juin 2020. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 6 de juin 2020. Pour coller à l'actualité immédiate, nous avançons de 15 jours la publication de ce magazine. Nous vous présentons les répercussions de la pandémie liée au Covid-19 en matière fiscale, juridique et sociale, l'état d'urgence sanitaire ayant été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020. Le protocole national de déconfinement. Le ministère du Travail a présenté son protocole national de déconfinement pour les entreprises, un vade-mecum en 7 parties, donnant à tous les employeurs les procédures qui doivent encadrer la reprise de l'activité. Dans la foulée, la loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 a été votée avec une mesure très attendue concernant la responsabilité pénale des employeurs. En voici la synthèse, étant précisé que les mesures de protection collective sont d'abord organisationnelles. Le télétravail doit être la règle chaque fois qu'il peut être mis en œuvre et s'il n'est pas possible, l'employeur devra organiser le séquencement des activités et la mise en place d'horaires décalés avec un système de jauge encadrant le nombre maximal de personnes simultanément admises dans un espace ouvert, couplé à la gestion des flux de circulation dans l'entreprise. Notez que le ministère du Travail a publié le 9 mai sur son site un guide du télétravail pour le déconfinement sous forme de questions-réponses à destination des employeurs et des salariés. Le socle du déconfinement comprend l'application de toutes les mesures barrières désormais bien connues pour lutter contre le virus. À noter que le ministère du Travail souligne que le contrôle systématique de température à l'entrée des établissements est exclu. Ce qui n'empêche pas que les travailleurs, comme tous les citoyens, soient invités à surveiller eux-mêmes l'apparition de symptômes évocateurs du Covid-19 et donc à surveiller notamment leur température. Il est rappelé que nombre de malades ne sont pas fiévreux et que se baser sur ce critère peut donc être faussement rassurant. Les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées. Donc, les tests virologiques RT-PCR ne pourront être réalisés que sur prescription médicale. Quant aux tests sérologiques, ils ne sont pas fiables pour l'instant, aucune conclusion ne pouvant à ce stade être tirée des résultats. En termes d'espace, le protocole conseille d'attribuer une zone de 4 mètres carrés par personne minimum, afin de garantir une distance minimale de 1 mètre autour d'une personne. Pour calculer cette aire, un magasin ne peut pas prendre en compte les espaces occupés par les réserves et le rayonnage. Par exemple, un établissement disposant d'une surface résiduelle de 160 mètres carrés pourra accueillir simultanément 160 divisé par 4, soit 40 personnes ou salariés. Ce chiffre peut cependant évoluer, si l'employeur le souhaite, et si une évaluation des risques pousse à instaurer une marge de sécurité en fonction de l'activité. Les entreprises doivent mettre en place une gestion des flux de personnes, de l'arrivée des collaborateurs au parking ou vers l'entrée à leur sortie des lieux, afin de réduire les goulots d'étranglement. Pour chaque étape de la circulation, il faut identifier les risques de rupture de la distanciation physique. Des solutions adaptées doivent être mises en place, comme la prise de rendez-vous dans les services internes recevant du public, dont les RH ou le courrier, l'échelonnement des horaires de pause et l'organisation d'un marquage au sol, par exemple autour de la machine à café, lieu propice aux discussions.
Comme l'enjeu est d'adapter les bureaux pour accueillir moins d'employés, l'entreprise doit faire en sorte qu'ils évitent de se croiser, notamment en poursuivant le télétravail, en organisant les périodes d'affluence dans les lieux recevant du public ou en appliquant des horaires décalés. Pour le ministère du Travail, les équipements de protection individuelle, comme les masques, ne doivent être utilisés qu'en dernier recours, lorsque des solutions organisationnelles ou techniques collectives ne peuvent pas être mises en place. L'employeur peut fournir à son personnel des masques FFP1 ou grand public. Il peut également décider de lui-même d'imposer le port du masque dans ses locaux, auquel cas il devra les fournir. En revanche, le port de gants est généralement déconseillé, ceux-ci donnant un faux sentiment de protection et devenant rapidement des vecteurs de transmission. Le protocole national de déconfinement prévoit les modalités strictes de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés. Il revient à l'entreprise, le cas échéant avec la médecine du travail, de rédiger préventivement une procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer chez eux et contacter leur médecin traitant. Le protocole fixe les conditions du nettoyage et de la désinfection des locaux professionnels. Ainsi, il est recommandé un nettoyage fréquent des surfaces et des objets qui sont fréquemment touchés, un nettoyage journalier des sols, des matériels roulants, infrastructures de transport, aéronefs. Si les locaux n'ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours avant la réouverture, le protocole habituel de nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n'est nécessaire. Il est uniquement recommandé de bien aérer les locaux et de laisser couler l'eau afin d'évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations intérieures pendant la durée de fermeture. Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un nettoyage habituel avec un produit actif sur ce virus doit avoir lieu. Lorsque l'évaluation des risques le justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage. Notez que ce protocole de déconfinement est complémentaire des fiches métiers et guides de bonnes pratiques élaborés par les branches professionnelles. Celles-ci sont fort utiles et elles sont disponibles depuis le 12 mai. Signalons enfin qu'il est bien clair que le choix et la mise en œuvre de toutes ces mesures nécessitent un travail de réflexion préalable, conduit dans un cadre concerté, afin de garantir leur faisabilité, leur effectivité et leur appropriation la plus large par tous les acteurs participant à la lutte contre la propagation du virus dans le respect des gestes barrières par les salariés eux-mêmes. En fait, et c'est important, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais il faut l'empêcher, car, à défaut, sa responsabilité pénale pourrait être recherchée. Pour ne pas être poursuivi, le chef d'entreprise amené à organiser la sortie du confinement doit pouvoir prouver qu'il a mis tout en œuvre pour protéger son salarié. Il faut donc documenter les commandes de matériel, les procédures, prendre des photos, parfois même effectuer des constats d'huissier pour montrer qu'on a fait tout ce qui est possible pour empêcher le risque. La loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet a modifié le Code de la santé publique pour prévoir qu'en cas de poursuite pénale, les juges doivent tenir compte, ouvrez les guillemets, des compétences, des pouvoirs et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions. Fermez les guillemets. D'où, vous le constatez, la complexité des litiges à venir.
Passons maintenant en revue l'actualité fiscale. Hausse du plafond des heures supplémentaires exonérées d'hier. En cas d'heures supplémentaires effectuées entre le début du confinement et la fin de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus, Covid-19, la limite d'exonération d'impôt sur le revenu a été portée de 5 000 à 7 500 euros par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020. Sont concernées les heures effectuées entre le 16 mars et la fin de la période d'urgence sanitaire, fixée désormais au 10 juillet 2020, puisque le gouvernement l'a prolongée de 2 mois. Aide versée par le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité perdure jusqu'au 31 mai pour toutes les entreprises. Après le 1er juin, le Fonds de solidarité sera maintenu pour tous ceux qui n'ont pas rouvert le 11 mai, bars, cafés, restaurants, hôtels. Pour l'hôtellerie-restauration, l'aide sera élargie aux entreprises jusqu'à 20 salariés et 2 millions de chiffre d'affaires. La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit que les subventions versées par le Fonds de solidarité sont exonérées d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur le revenu, ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle. L'intégralité des entreprises éligibles aux aides prévues par le Fonds de solidarité sont concernées par ces exonérations, indépendamment de leur forme juridique ou de leur activité. Rappelons que l'aide peut être attribuée, sous condition de baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%, aux petites entreprises créées avant le 1er février 2020, qui ne se trouvent pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020, employant au maximum 10 salariés et dégageant un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros sur le dernier exercice clos. Pour le mois de mars, les demandes d'aide sont closes. Pour le mois d'avril, il est possible de demander l'aide jusqu'au 31 mai par simple déclaration sur le site des impôts impôts.gouv.fr. Le montant de l'aide est égal à la perte déclarée de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Il sera possible de faire la demande au titre de mai en juin. Quant au deuxième étage d'aide du Fonds de solidarité allant de 2 000 à 5 000 euros qui est réservé aux entreprises menacées de faillite, il a été élargi aux entreprises sans salariés et aux indépendants qui ont été obligés de fermer sur décision administrative et qui ne peuvent pas payer leur loyer. Cette aide ne peut être versée qu'une fois. Oui, et notez que les aides versées par le Fonds de solidarité ne sont pas prises en compte pour l'appréciation des limites de chiffre d'affaires prévues dans le cadre des régimes micro-BIC, micro-BA et simplifié agricole et micro-BNC. Idem pour le régime réel simplifié d'imposition des bénéfices de la catégorie des BIC et du régime d'exonération des plus-values de cession d'éléments d'actifs en fonction des recettes. Notez quand même aussi que l'entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à l'accord de la Commission européenne. Enfin, signalons que les commerçants, artisans et autres indépendants ayant bénéficié d'une aide financière du Fonds de solidarité pourront être contrôlés à compter de la date de versement pendant 5 ans, et ce, par les agents de la Direction générale des finances publiques. Traitement fiscal des abandons de créances de loyer à destination des entreprises. La seconde loi de finances rectificative pour 2020 prévoit que les bailleurs imposés dans la catégorie des revenus fonciers, personnes physiques ou sociétés civiles immobilières, ne sont pas imposables sur les loyers et accessoires qu'ils renoncent à percevoir d'une entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021. Ils peuvent continuer à déduire les charges foncières correspondantes, charges de propriété, intérêts d'emprunt.
Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, cette mesure s'applique à condition que le bailleur puisse justifier par tout moyen des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire. Ce dispositif est aussi applicable aux entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, sous réserve que l'entreprise qui en bénéficie n'ait pas de lien de dépendance avec le bailleur. De même, les éléments de revenus relevant des bénéfices non commerciaux ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir. Et cela ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. Notez que sont notamment concernées les personnes qui donnent en sous-location des immeubles nus, cette activité relevant des bénéfices non commerciaux et non pas des revenus fonciers. Enfin, pour la détermination du bénéfice des contribuables qui ont opté pour la prise en compte des créances acquises et des dettes certaines, ces abandons de créances sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent. Quant à l'entreprise bénéficiaire d'abandon de créances de loyers et accessoires, elle doit constater en contrepartie et dans les conditions normales de détermination du résultat fiscal un produit imposable. Elle sera cependant autorisée à majorer du montant de ces abandons de créances la limite de 1 million d'euros prévue pour l'imputation des déficits. Toutes ces dispositions s'appliquent aux exercices clos depuis le 15 avril 2020. Société de personnes et option pour l'IS. L'option pour l'IS des sociétés de personnes doit, en principe, être exercée avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à cet impôt. Ainsi, par exemple, une société de personnes qui a clôturé son exercice le 31 décembre 2019 et qui souhaite être assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2020 devait en principe notifier son option au service des impôts avant le 31 mars 2020. Afin de tenir compte de la crise sanitaire actuelle liée à l'épidémie de Covid-19, l'administration vient d'indiquer qu'un délai supplémentaire pourra être octroyé par le service des impôts des entreprises gestionnaires à la demande des sociétés concernées si elles justifient qu'elles ne sont pas en mesure de transmettre leur option dans le délai susvisé en raison de la fermeture de leur cabinet comptable ou de leurs locaux. Dons ouvrant droit à la réduction d'impôt à taux majoré. Les dons ou subventions que les particuliers consentent à des œuvres ou organismes sans but lucratif venant en aide à des personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu dont le taux s'élève à 75% dans la limite de 537 €. Et la seconde loi de finances rectificative pour 2020 relève pour la seule imposition des revenus de 2020 de 537 à 1 000 € la limite des dons ouvrant droit à cette réduction d'impôt au taux majoré de 75%. Taux réduit de TVA. Le taux de TVA de 5,5% s'applique jusqu'au 31 décembre 2021 aux masques de protection, aux tenues de protection et aux produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Actualité juridique du mois. Formalité auprès des CFE. En raison de la pandémie du coronavirus, les déclarations de création d'entreprise, de modification de situation ou de cessation d'activité
ainsi que toutes les formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de certaines activités de prestation de services, sont accomplies par voie électronique auprès des centres de formalité des entreprises, les CFE. Ces dispositions s'appliquent depuis le 12 mars 2020 et pour toute la période d'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. Coronavirus, les sanctions courent si le contrat est inexécuté pendant la période d'urgence sanitaire. Seules les sanctions contractuelles des clauses pénales, des clauses résolutoires et des clauses prévoyant une déchéance sont paralysées pendant la période juridiquement protégée. Mais les échéances contractuelles doivent toujours être respectées. Il en résulte, a souligné le ministère de la Justice, que le débiteur défaillant s'expose aux sanctions légales de l'inexécution si leurs conditions sont réunies, c'est-à-dire l'exception d'inexécution, l'exécution forcée en nature, la résolution judiciaire ou unilatérale, la responsabilité contractuelle, etc. Ainsi, le débiteur qui ne paie pas à temps les sommes dues encourt des intérêts et des pénalités de retard. Covid-19, report des délais et dérogations. Une nouvelle ordonnance de mi-avril 2020 a instauré d'importantes dérogations à l'ordonnance sur le report des délais instituée le 25 mars dernier, que nous avions détaillée dans notre magazine de mai. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 17 avril 2020. La nouvelle ordonnance ajoute d'abord une nouvelle liste d'obligations qui ne bénéficient pas des reports de délai de la période juridiquement protégée. Il s'agit notamment des déclarations, informations, gel des avoirs et interdiction de mise à disposition dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des déclarations auprès des douanes, des transferts de capitaux en provenance ou à destination d'un État membre d'une Union européenne. Quant au délai de réflexion, de rétractation ou de renonciation, rappelons que la première ordonnance dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non-avenue ou déchéance d'un droit quelconque qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée, est réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de 2 mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Il est très important de souligner que la nouvelle ordonnance prévoit que cette disposition n'est pas applicable au délai de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévu par la loi ou le règlement, ni au délai prévu pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. Par exemple, ne peuvent pas être reportés les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat en matière de vente à distance ou de contrat d'assurance ou de services financiers à distance, d'assurance vie ou encore de vente d'immeubles à usage d'habitation. Il en est de même des délais de réflexion avant l'expiration desquels le destinataire d'une offre contractuelle ne peut manifester son acceptation. Ils sont exclus du report. Notez que si l'exclusion concerne aussi le report des délais prévus pour le remboursement d'une somme d'argent en cas d'exercice du droit de rétractation ou de renonciation, les délais pour la restitution d'autres biens
sont inclus dans le champ d'application du texte. Enfin, la première ordonnance disposait que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégée. Il était prévu aussi que ces astreintes prenaient cours et ces clauses produisaient leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'1 mois après la fin de cette période, si le débiteur n'avait pas exécuté son obligation avant ce terme. Cette disposition est modifiée par la nouvelle ordonnance. Ainsi, le report des clauses et des astreintes qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation échue pendant la période juridiquement protégée n'est plus forfaitairement fixé à 1 mois, mais il sera égal à la durée d'exécution du contrat qui a été touché par les mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire. Par exemple, si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c'est-à-dire 8 jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l'obligation n'est toujours pas exécutée, que 8 jours après la fin de la période juridiquement protégée. De même, si une clause résolutoire résultant d'une obligation née le 1er avril devait prendre effet en cas d'inexécution le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s'acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet. Vous savez que la période juridiquement protégée court du 12 mars 2020 au 10 août 2020, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration d'un délai d'1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu pour le 10 juillet 2020. Attention, car la date d'achèvement de la période juridiquement protégée pourrait être raccourcie selon des modalités de sortie de confinement définies par le gouvernement. C'est donc à suivre. Alerte par le commissaire aux comptes dans le contexte de la crise liée au Covid-19. Aucune des ordonnances relatives aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ne prévoit d'aménagement spécifique pour la procédure d'alerte des commissaires aux comptes. Le principe selon lequel ces derniers doivent déclencher cette procédure lorsqu'ils estiment que la continuité d'exploitation est compromise est donc maintenu. Mais les commissaires aux comptes doivent adapter leur méthodologie selon la CNCC. Le report des délais pendant la période juridiquement protégée concerne la mise en œuvre de la première phase de l'alerte où le commissaire aux comptes informe sans délai le dirigeant des faits relevés. Il ne peut donc pas être reproché au commissaire d'avoir tardé à agir durant la période juridiquement protégée. Pour la CNCC, les délais des phases suivantes de l'alerte sont calculés séquentiellement à partir de la phase précédente. La CNCC met l'accent sur la nécessité d'un dialogue de confiance entre le commissaire aux comptes et le dirigeant de la personne morale pour s'assurer que ce dernier a connaissance des outils mis à sa disposition par l'État, des dispositifs aménagés par les textes d'urgence, étalement des charges fiscales et sociales, report de crédit et de loyer, chômage partiel, prêts de trésorerie garantis par l'État, ainsi que les procédures de mandat ad hoc et de conciliation. Cette phase 0 de la procédure d'alerte, non prévue par les textes, tend à établir un diagnostic mesure Covid-19, un état des lieux des activités et de la situation financière de la personne morale, des risques de non-paiement de cette dernière, mais aussi de ses clients.
À l'issue du diagnostic, le commissaire aux comptes choisit l'action à mener après avoir échangé et partagé ses conclusions avec le dirigeant, et il pourra mettre en œuvre la procédure d'alerte. La prorogation des délais subséquents de la procédure d'alerte lui donne, si la situation le justifie, une certaine souplesse. Nouveau tarif des professions réglementées du droit. En raison de l'épidémie de coronavirus, la révision du tarif des professions réglementées du droit est reportée. Les nouveaux tarifs ne s'appliqueront qu'aux prestations effectuées à compter du 1er janvier 2021 au lieu du 1er mai 2020. Sont concernés les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers, les notaires, les greffiers de tribunal de commerce, les administrateurs judiciaires, ainsi que les avocats pour les actes réalisés en matière de saisie immobilière, de licitation par adjudication judiciaire et en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire ou de vente de gré à gré. Coronavirus, sanction du défaut de paiement des loyers des locaux professionnels. Depuis le 2 avril 2020, une ordonnance encadre les sanctions encourues par les entreprises qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer pendant l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19. Mais ce dispositif protecteur ne concerne pas toutes les entreprises et sa durée est limitée. Sont concernées les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique susceptible de bénéficier du Fonds de solidarité spécialement créé pour faire face aux conséquences financières de l'épidémie. En pratique, sont neutralisées les conséquences du défaut de paiement par les entreprises protégées des loyers et charges dus au titre de leurs locaux professionnels, mais seulement si l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit en principe jusqu'au 10 septembre 2020. Pour ces défauts de paiement, les entreprises protégées ne peuvent pas encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreintes, d'exécution de clauses résolutoires, de clauses pénales ou de toute clause prévoyant une déchéance, nonobstant toute stipulation contractuelle. Il en est ainsi même si l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective. Est par exemple neutralisée la faculté pour le bailleur de demander ou faire constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure à l'ouverture de la procédure. En outre, le bailleur ne pourra pas non plus mettre en œuvre les garanties ou les cautionnements qui couvrent le paiement de ses loyers ou de ses charges. Attention, le défaut de paiement d'une échéance antérieure au 12 mars ou postérieure au 10 septembre 2020 reste soumis au droit commun. Pour bénéficier de cette neutralisation, l'entreprise doit produire une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions d'éligibilité et de l'exactitude des informations déclarées. Elle doit en outre présenter l'accusé-réception du dépôt de sa demande d'éligibilité au Fonds de solidarité ou, lorsqu'elle a déposé une déclaration de cessation de paiement, une copie du dépôt de cette déclaration ou du jugement d'ouverture d'une procédure collective. Voici l'actualité sociale du mois. Confinement et charges sociales des TPE. Afin de tenir compte de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'activité économique, le réseau des URSSAF a déclenché des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie. Ainsi, pour les travailleurs indépendants et les professions libérales,
L'échéance mensuelle du 20 mai ne sera pas prélevée mais reportée. Les entreprises de moins de 10 salariés qui ont été obligées de fermer par décision administrative à cause du confinement sont exonérées des charges sociales patronales durant toute la période du confinement décrété jusqu'au 11 mai. Cette mesure s'applique à tous les secteurs d'activité. Les échéances pour mars, avril et mai sont supprimées et non reportées. Les chefs d'entreprise qui ont continué à payer leurs charges pendant la fermeture seront soit remboursés, soit dédommagés avec un avoir à déduire des prochaines charges à payer. Attention, les commerces alimentaires qui ont tourné à plein depuis le 15 mars ne bénéficient pas de l'exonération, tout comme les professionnels qui ont perdu toute activité mais qui n'étaient pas fermés administrativement. Oui, et à noter que cette exonération est annoncée comme une première étape avant le grand plan de relance qui sera présenté en septembre ou en octobre par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, pour soutenir la demande et l'investissement, particulièrement dans l'aéronautique, l'automobile et le tourisme. Report de paiement des cotisations à GIRC-ARCO. Aux entreprises présentant d'importantes difficultés de trésorerie, la GIRC-ARCO ouvre la possibilité de reporter tout ou partie du paiement des cotisations de retraite complémentaires à GIRC-ARCO pour l'échéance de paiement du 25 mai 2020. Pour bénéficier du report, il faut moduler le paiement. Si l'entreprise règle ses cotisations dans sa DSN, elle peut moduler le paiement CEPA, montant à 0 ou montant correspondant à une partie des cotisations. Si elle règle ses cotisations hors DSN, elle peut adapter le montant de son règlement selon son besoin, voire ne pas effectuer de paiement. La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu'à 3 mois. Aucune majoration de retard ne sera appliquée. Mais attention, l'institution de retraite complémentaire peut contacter toute entreprise pour lui demander de justifier la demande de report de versement des cotisations. Certains critères, comme le versement de dividendes aux actionnaires ou le rachat d'actions, sont pris en compte pour déterminer le caractère justifié ou non du report. Si la demande de report n'est pas justifiée, elle sera refusée. L'entreprise en sera informée par son institution de retraite complémentaire. Et en cas d'impayé à l'échéance malgré le refus, des majorations de retard seront appelées à la reprise des procédures. Arrêt de travail dérogatoire. L'épidémie de Covid-19 a conduit les pouvoirs publics à mettre en place des arrêts de travail dérogatoires pour les personnes contraintes de rester à leur domicile, soit parce qu'elles doivent garder leur enfant de moins de 16 ans, soit parce qu'elles sont vulnérables ou partagent leur domicile avec un proche vulnérable. Cette mesure leur permet de bénéficier d'une indemnisation égale à 84% de leur rémunération nette et au minimum du SMIC pour la période au cours de laquelle ils ne peuvent travailler. Pour les salariés vulnérables ou partageant leur domicile avec des personnes vulnérables, cette mesure s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. En application de la seconde loi de finances rectificative pour 2020, depuis le 1er mai 2020, ces arrêts de travail dérogatoires, qui étaient indemnisés par l'assurance maladie, sont interrompus et l'employeur doit procéder à la bascule des salariés concernés vers un dispositif d'activité partielle dans la mesure où ils seraient toujours dans l'impossibilité d'exercer leur activité professionnelle. Cette bascule implique un transfert de la prise en charge de l'indemnisation de ces salariés. Celle-ci ne relève désormais plus de l'assurance maladie, au titre des indemnités journalières, mais de l'État et de l'UNEDIC, au titre du dispositif exceptionnel d'activité partielle,
à l'instar de l'indemnisation de l'ensemble des salariés des entreprises ayant fait l'objet d'une fermeture administrative ou se trouvant dans l'incapacité de poursuivre leur activité dans le respect des consignes sanitaires. Coronavirus et activité partielle. À l'occasion de la présentation du plan de déconfinement, le Premier ministre a laissé entendre que le dispositif d'activité partielle devrait être revu à la baisse à partir du 1er juin 2020. Mais pour rassurer employeurs et salariés, le gouvernement a indiqué que ces nouvelles mesures seraient progressives, qu'elles seraient discutées avec les partenaires sociaux et qu'elles ne devraient pas concerner les personnes plus vulnérables et les secteurs professionnels qui demeureraient fermés. Par ailleurs, le ministère du Travail a précisé la prise en charge ou non des jours fériés au titre de l'activité partielle, en distinguant selon qu'il s'agit d'un jour férié habituellement chômé ou non dans l'entreprise. Les jours fériés inclus dans une période d'activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent donc pas être placés en position d'activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l'allocation à l'employeur. Selon le ministère du Travail, l'employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise ou sans condition d'ancienneté s'agissant du 1er mai, seul jour férié légalement chômé. Les jours fériés ne sont indemnisés que s'ils sont habituellement travaillés. Ainsi, si un salarié est placé en activité partielle un jour férié alors qu'il aurait dû normalement travailler, il est indemnisé au titre de l'activité partielle pour les heures ou les journées perdues. S'agissant des cadres dirigeants et des salariés portés titulaires d'un CDI, un décret a donné les modalités de mise en œuvre des mesures d'urgence pour calculer le montant de l'indemnité et de l'allocation de l'activité partielle. Nous le tenons à votre disposition. Covid-19 et rupture conventionnelle. Depuis le 27 avril 2020, les délais d'homologation des ruptures conventionnelles, suspendus le 12 mars, reprennent leur cours. Par conséquent, les homologations tacites de rupture conventionnelle sont à nouveau recevables pour celles qui ont été déposées à compter du 26 avril, celles pour lesquelles le délai d'homologation expirait entre le 12 mars et le 26 avril, à compter du nombre de jours de délai d'instruction restant à courir, soit 15 jours calendaires, à compter du lendemain de la réception de la demande. Notez au passage que le délai de rétractation n'a pas été suspendu au 12 mars, puisque les délais de réflexion, rétractation ou renonciation ne sont pas concernés par le dispositif dérogatoire de suspension des délais. Délai pour déclarer un accident ou une maladie. Les délais pour déclarer un accident ou une maladie ou pour émettre des réserves sont prorogés, de même que ceux impartis aux caisses pour mener leurs investigations et statuer sur le caractère professionnel. Ainsi, par exemple, le délai imparti aux salariés pour déclarer un accident du travail ou un accident de trajet à son employeur, qui est en principe de 24 heures courant du moment de l'accident, a été prorogé de 24 heures. Le délai dont dispose le salarié pour déclarer une maladie professionnelle à sa caisse, en principe de 15 jours suivant la cessation du travail, est prolongé de 15 jours. En fin de procédure d'instruction du dossier par la caisse, les parties ont accès à ce dossier. Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles de 10 jours est prorogé de 20 jours.
Mais paradoxalement, le délai de mise à disposition du dossier en cas d'accident du travail, qui est également de 10 jours, n'a pas été prorogé, notez-le. Épargne salariale et Covid-19. La date limite de versement aux bénéficiaires ou d'affectation sur un plan d'épargne salariale des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée à titre exceptionnel au 31 décembre 2020. Ces dispositions sont d'ordre public. L'employeur peut donc décider de reporter le versement des sommes sans autre formalité. Il en va de même pour l'abondement de l'entreprise. Soulignons que tous les salariés doivent être soumis au même régime. Il n'est donc pas question de décaler le versement pour certains d'entre eux et pas pour les autres. Mais il est possible d'accorder un versement anticipé aux salariés en précarité financière. S'agissant des sommes affectées à un plan, pour ne pas léser les bénéficiaires, et même si elles sont versées à une date proche du 31 décembre, elles seront réputées avoir été investies sur un plan depuis le premier jour du 6e mois suivant l'exercice de calcul. Les sommes ainsi investies seront donc bien disponibles 5 ans plus tard, soit le 1er juin 2025, pour les entreprises dont l'exercice est calé sur l'année civile, même si en pratique, elles ont par exemple été affectées au plan le 15 novembre 2020. Si les accords d'intéressement et de participation prévoient une répartition proportionnelle à la durée de présence, s'agissant de l'activité partielle, l'entreprise n'a pas le choix car elle doit considérer ces périodes comme du temps de travail effectif. Lorsque la répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié, la totalité des heures chômées est prise en compte. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle. Et ces règles sont à appliquer strictement. Délai de communication et de consultation du Comité social et économique. Le gouvernement a pris une ordonnance ramenant de 3 à 2 jours calendaires avant la réunion le temps laissé au président du CSE pour communiquer l'ordre du jour à ses membres sur les décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l'épidémie de Covid-19. Par ailleurs, en l'absence d'intervention d'un expert, le délai de consultation du CSE passe d'1 mois à 8 jours. Ce délai passe à 11 jours en cas d'intervention d'un expert. Étant précisé que l'expert dispose de 24 heures au lieu de 3 jours pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires. L'employeur a également 24 heures au lieu de 5 jours pour lui répondre. Enfin, l'expert doit remettre son rapport 24 heures avant et non plus 15 jours avant l'expiration des délais de consultation du CSE. Notez avec attention que ces délais s'imposent jusqu'au 23 août 2020. Contrôle sur site lors du déconfinement. La Direction générale du travail a demandé à l'ensemble du système d'inspection du travail de renforcer le nombre et l'efficacité des contrôles sur site pour garantir la santé et la sécurité des salariés et l'information des entreprises au moment où redémarre progressivement un certain nombre d'activités. Seront notamment organisés des déplacements dans le cadre d'opérations ciblées dans les commerces de détail alimentaires et les établissements accueillant du public ou sur les chantiers. Ces actions seront menées tout en respectant la priorité aux interventions à distance et les mesures sanitaires avec la force publique et les services de la répression des fraudes.
Revalorisation des prestations sociales. Indépendamment de la pandémie actuelle, le revenu de solidarité active, RSA, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés, AAH, ont vu leur montant augmenter à compter du 1er avril 2020. Le RSA bénéficie d'une hausse de 0,9%. Il est porté à 564,78 €. Le montant de l'AAH passe à 902,70 € au lieu de 900 €, soit une revalorisation de 0,3%. Signalons que le montant forfaitaire de la prime d'activité bénéficie également d'une augmentation de 0,3% et passe à 553,16 € pour une personne seule sans enfant. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention. À bientôt pour notre prochain magazine.